Projet-là, c'est un projet de surveillance des troupeaux avec, de la nuit avec des jumelles à vision thermique pour pouvoir effectuer un travail très efficace auprès des troupeaux. On en parlera vraiment de manière très complète dans cette présentation. Maintenant, on a d'autres projets qui démarrent aussi avec Opal, d'autres programmes, d'autres projets. Et puis, on va parler de ça aussi un petit peu moins en détail que le projet de surveillance, mais on va en discuter aussi. Donc ici, sur cette image, on a déjà un troupeau de moutons, c'est le troupeau de moutons d'un alpage du Haut-Valais, l'alpage de Pontimia. C'est un alpage sur lequel il y a entre 450 et 600 moutons nez noirs chaque année. C'est un syndicat d'une quinzaine d'agriculteurs qui mettent ensemble tous leurs moutons. Dans le Haut-Valais, les moutons nez noirs, c'est quelque chose de très de traditionnel. C'est quelque chose ça fait partie de la culture locale. Il y a énormément de moutonniers qui ont des petits troupeaux qui mettent ensemble en syndicat l'été et puis ils vont les amener à l'alpage par centaines ensemble. Donc on a vraiment cette culture dans le Haut-Valais de petits moutonniers avec des troupeaux de 20, 30 moutons. C'est des moutons aussi qui demandent qui demandent particulièrement de soins. Et puis avoir des très grands troupeaux de ces moutons, c'est très compliqué pour un moutonnier, deux moutonniers, donc c'est souvent des gros syndicats. Puis ici, on a des images en vision thermique. On voit que les zones blanches, c'est des zones chaudes qui sont filmées avec nos visions thermiques. C'est nos équipes de volontaires la nuit qui ont filmé ça sur un alpage valaisan du Bas-Valais, Bonavo, c'est en dessus de Champéry, dans le Val d'Illier. On a le troupeau ici de moutons au premier plan. On a des barrières ici, enfin les clôtures, les flexinettes, les filets de protection. Et puis derrière, on a les deux loups qui ont pointé au bord du parc de nuit pour voir s'il y avait moyen d'attraper quelque chose dans le parc. Puis c'est des loups qui ont été repoussés. Je vous montrerai la vidéo aussi tout à l'heure par les équipes qui étaient en place cette nuit-là. Donc voilà, donc Opal, organisation pour la protection des alpages. Comme je disais, je vais déjà enlever la souris, voilà. Comme je disais, c'est une association fondée en 2020 avec les premières actions dans le programme de surveillance des troupeaux. En 2021, donc le programme de surveillance des troupeaux, on vient en aide aux agriculteurs, aux agricultrices, bergers, bergères qui ont de la pression sur leurs troupeaux, qui subissent des attaques. En général, nous on va pas démarcher des propriétaires de bétail, on ne va pas les voir, on ne va pas leur proposer de l'aide. En fait, c'est eux qui viennent vers nous, qui demandent de l'aide quand il y a besoin d'aide, quand les situations sont critiques, il n'y a pas d'autres moyens, ou alors qu'ils avaient fait un schéma de protection pour leur saison d'alpage, et puis que finalement, ben, ils avaient, je sais pas, imaginé de prendre 4 chiens de protection. Il y en a un qui se fait rouler dessus par le tracteur, un autre, on a eu des situations aussi avec tout à coup une femelle qui est en chaleur, les mâles qui se battent, on doit les séparer, on ne peut pas les amener à l'alpage. Ou alors on pensait avoir les chiens, on ne les a pas. On a un berger, il ne vient pas finalement, il décide un mois avant, 3 semaines avant, il nous avertit qu'il ne viendra pas. On n'a pas l'aide berger du coup parce qu'on n'a pas de berger. Donc on peut avoir tout à coup des scénarios qui sont remis en question au début de la saison. Et puis c'est dans ces situations-là qu'Opal est assez intéressant et puis peut venir en aide de manière temporaire à certains exploitants. Donc, ce projet de surveillance, on a aussi parfois dans le projet de surveillance les autorités cantonales. On travaille beaucoup avec les autorités, cantons de Vaud et Valais. Souvent aussi, c'est les préposés à la protection des troupeaux du canton qui nous téléphonent et qui demandent si on n'a pas une équipe parce qu'on a une situation d'urgence dans un alpage. Il y a besoin de pouvoir de manière euh, définie. Donc, ça peut être pour 2 jours, comme pour 2 mois ou comme pour 2 ans. Des personnes qui viennent en aide. Donc, voilà, ce projet de surveillance, on a aussi un programme de sensibilisation maintenant, on parlera à la fin. On développe des ateliers scolaires pour sensibiliser aussi les enfants dans les écoles du canton de Vaud et du canton de Neuchâtel, en tout cas en collaboration dans un premier temps avec ces deux cantons-là. On crée des ateliers de sensibilisation aux enjeux de cohabitation avec ces carnivores et avec le loup particulièrement. Et puis un programme de sciences. Donc, on aimerait qu'en fait, alors, on a le programme de surveillance où on a la population qui vient vers nous pour aller sur le terrain, travailler sur le terrain, se rendre compte de ce que c'est que de travailler avec des agriculteurs. On a ensuite, donc là, c'est les gens qui viennent vers nous, le programme de sensibilisation. On a vraiment envie de nous rendre aussi notre expérience de terrain qui est assez unique quand même en Europe et je dirais dans le monde, de passer autant de temps entre les troupeaux et les loups. On aimerait rendre ça aussi à la population via le programme de sensibilisation et puis le programme de sciences et valoriser aussi toutes ces heures. On verra que c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'heures qu'on passe entre les troupeaux et puis souvent les loups ou en tout cas en alpage. Donc voilà, valoriser ça d'un point de vue scientifique, on en parlera tout à l'heure. Donc j'aime bien toujours montrer au début un... Oui.
Alors, on avait discuté avec M. Pesanti, du service des forêts de la faune. En fait, dans une première phase, aussi dans le canton de Fribourg, c'est compliqué parce que c'est bilingue. Donc, il fallait qu'on trouve encore des ressources supplémentaires pour pouvoir traduire tous les documents, traduire les ateliers, etc. Mais il y a déjà des discussions qui sont faites, en tout cas, peut-être pour une deuxième phase. Donc, il y a déjà 5 cantons romans qui sont dans la boucle. Mais pour l'instant, la phase initiale, elle est menée avec les cantons de Vaud et de Neuchâtel qui avaient vraiment envie que ça avance dans une première phase. Donc, oui, oui, bien sûr. Ben, oui, ça pourrait être, par exemple. Ouais, ouais. Il faudrait en rediscuter avec le canton de Fribourg. Ouais. Effectivement, mais on parlera de ça. Je reviendrai là-dessus en fin de présentation. Donc, j'aime bien toujours montrer un organigramme, comprendre un peu la structure quand on parle de l'association. Donc, on a une association avec un comité bénévole, avec un président, trésorier, et puis secrétaire, etc., des membres du comité. On a une équipe ensuite professionnelle, une équipe de direction, et puis différentes personnes qui travaillent, des collaborateurs, des collaboratrices qui travaillent dans les différents domaines. La surveillance des troupeaux, programme de sciences qui démarre cette année en 2025, qui a démarré ce mois de février. Et puis ici, le programme de sensibilisation, on a encore une collaboratrice qui a commencé aussi il y a 2 semaines, une collaboratrice scientifique, une nouvelle personne. Donc voilà. J'aime bien aussi cette slide parce que très souvent, on entend et on entend beaucoup sur le terrain des gens qui nous disent, bon, bah, le loup a sa place en Alaska, il est très bien en Sibérie, en Amérique du Nord, mais ici chez nous, la Suisse, c'est trop petit, on n'a pas la place, donc ces loups, il faudrait les mettre en Russie, il faudrait les mettre ailleurs, ils ont pas leur place ici. C'est une slide qui vient du parc Sainte-Croix, c'est un parc naturel, et puis ils ont cette image dans leur matériel pédagogique qui est assez intéressante. En fait, ça montre les sous-espèces de loups qu'il y a dans le monde. Ici, chez nous, on a principalement celle-ci, là, qui est en violet, qui sont ces loups-là, de taille assez moyenne, qui ne sont pas les mêmes loups que les loups d'Amérique du Nord, qui ne sont pas les mêmes loups non plus que les loups d'Europe de l'Est ou d'Asie et d'Europe de l'Est, qui viennent aussi maintenant. Il y a des loups qui sont croisés, enfin, un loup de l'Europe de l'Est qui est arrivé dans le Jura vaudois aussi, le fameux M351 qui devait être tiré par le canton et puis les tirs ont manqué. Donc voilà un petit peu les loups et c'est pas vrai de dire voilà tel loup n'a pas sa place chez nous, le loup a sa place en Amérique du Nord, etc. Parce que c'est pas les mêmes loups, c'est pas les mêmes sous-espèces, c'est pas les mêmes environnements, c'est pas les écosystèmes, la taille des meutes n'est pas la même et puis les proies sont pas les mêmes non plus. Donc on parle, c'est bien des fois d'avoir visuellement un petit peu de se rendre compte des différentes populations. Une mise en contexte. Alors, on a la chance en Suisse d'avoir une fondation qui s'appelle la Fondation Cora, qui travaille pour la Confédération et pour les cantons, qui est basée à Berne, qui eux travaillent sur le monitoring, l'écologie des grands carnivores. On a aussi qui font donc tout le monitoring, qui s'assurent des populations, de la dynamique des populations, qui étudient tout ça. C'est principalement des biologistes. Et eux travaillent avec le laboratoire de la conservation de la faune à l'université de Lausanne, qui font les analyses génétiques et qui ont un suivi assez fin des populations de loups, chose on n'a pas un suivi aussi fin dans les pays voisins comme en France. En Suisse, on a vraiment un très bon suivi et puis un système qui va très vite. Donc la Fondation Cora a sorti des cartes. Ça, c'est une carte de la situation en Europe dans les années 70 jusqu'aux années 70 en fait, à la fin du XXe siècle et puis à la fin je veux dire, du XIXe siècle, début du XXe siècle, on a en Suisse, on a eu un gros déclin de la faune, on a aussi un déclin des forêts, déclin de la faune à cause des conflits avec les activités humaines, à cause de la chasse aussi. On a eu beaucoup de proies naturelles aussi, le cerf qui avait disparu de Suisse, les populations de chamois qui avaient été réduites, de chevreuils, plus de bouquetins, on n'avait plus de loups, plus de lynx, plus d'ours, plus de gypaètes, plus d'aigles, etc. Donc on avait vraiment éradiqué la majorité de la grande faune. Et puis il y a des plans de chasse qui ont été faits à partir par exemple des années 20 pour le cerf, pour remettre des cerfs, ou à certains qui sont revenus aussi naturellement. Un gros travail qui a été fait par les chasseurs et par les services de la chasse et de la faune pour réhabiliter les milieux naturels. Donc on avait petit à petit, on a aussi eu des forêts qui étaient en meilleure santé, et puis de nouveau des ongulés dans les forêts, de nouveau des populations d'ongulés de proies sauvages. Et puis dans les années 70, entre 79, on a eu la Convention de Berne qui est arrivée pour protéger pas mal d'espèces en Europe. Et en 82, elle a été mise en place. Donc la Suisse a ratifié la Convention de Berne. Et dans cette Convention de Berne, il y avait le loup qui a été émis comme espèce strictement protégée, qui n'était pas protégée jusque-là.
ici, on voit la situation jusque dans les années 1970, la situation des loups en Europe. On avait des populations ibériques, des Balkans, des populations du Nord et quelques petites populations en Italie, dans les Apennins, qui avaient survécu à la chasse et puis à l'extinction de la majorité des populations européennes. Euh, et puis à partir donc la signature de cette convention de Berne, on a des environnements, des milieux naturels qui sont de nouveau favorables, avec de nouveau beaucoup de proies, de nouveau des forêts qui sont saines, et puis une situation d'un point de vue légal qui fait que les loups ont été protégés tout à coup par cette convention de Berne. Et ça fait que à partir de là, ben, les loups ont pu recoloniser les territoires, recoloniser les forêts. C'est des animaux, quand les conditions sont favorables, qui peuvent avoir jusqu'à 30% d'accroissement par année. Donc on voit que ça, c'est la situation en 2022-2023. On voit que, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes cartes, mais on peut voir à peu près les différences du, voilà, l'expansion des populations en Europe. On voit, il y avait même certains chercheurs, je suis allé à une conférence internationale il y a quelques années en arrière en Suède, où certains chercheurs qui travaillaient déjà là-dessus il y a plusieurs dizaines d'années en arrière disaient que c'était impensable quand ils ont commencé leurs travaux d'imaginer qu'il y aurait des loups un jour dans leur carrière aux Pays-Bas. Donc voilà la situation du loup en Europe. La situation par rapport à la Suisse, c'est toujours une carte, donc les cartes officielles qui sont sorties par la Fondation Cora, qui montrent que ben, ces populations, elles reviennent en Suisse également. On avait des populations, on avait environ une dizaine de loups, ils sont arrivés en 95 en Suisse. Hein. Et puis on avait donc en 2010 environ une dizaine d'individus. La première meute en 2012, et puis on voit qu'en 2024, fin 2024, on est environ à 300 individus sur le territoire suisse. Si on revient ici sur cette carte, on voit ces petites populations ici de l'Italie. J'aime beaucoup montrer des cartes, aussi dans les formations qu'on donne aux volontaires qui viennent chez nous, montrer des cartes de la topographie, des cartes des reliefs de l'Italie. En fait, on peut vraiment comprendre, on voit ici la chaîne des Apennins, les Alpes, on peut vraiment comprendre comment ces petites populations, elles ont utilisé justement les massifs montagneux, les Apennins, puis les Alpes, comme colonne vertébrale en fait de la recolonisation des territoires. Donc on a vraiment des zones dans lesquelles, alors à partir des années 80, des années 80, on a ces populations de loups qui remontent les Apennins, qui recolonisent les territoires année après année. En 92, ils arrivent en France, donc dans la région du parc du Mercantour, dans le sud de la France. Et puis ensuite, petit à petit, ben, ils montent le long des Alpes. Il y a d'autres parcs nationaux, les écrins la Vanoise. Ils traversent ces zones-là et ils arrivent en Suisse, en fait, en 1995, entre 95 et 96. Ils arrivent dans le Val-Ferret, en Valais. Ça, c'est la situation. Ça, c'est une carte qui est extraite du travail que j'avais fait à l'université, travail de mémoire. C'est la carte du Valais. Donc, les loups arrivent par le Val-Ferret, par le sud-ouest. Et puis, ils arrivent dans un contexte dans lequel tous les petits polygones que vous voyez ici, c'est des zones qui sont occupées par des alpages, par des activités humaines. Donc, alpages bovins, ovins, caprins en Valais. Vous voyez qu'en grosso modo, tout ce qui se situe entre les neiges éternelles et les sommets de montagne, et puis les zones boisées de forêt, c'est quasi tout occupé par les activités humaines. Donc, toutes les pelouses de montagne, c'est tout occupé par des activités humaines. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel les loups reviennent chez nous. Donc, bien sûr qu'on a ensuite ben, des conflits qui arrivent. Typiquement, ça, c'est une photo que j'avais faite dans le Jura vaudois chez un agriculteur qui s'est fait attaquer une de ses vaches en 2022. Ça devait être 2022 ou 2023. Voilà, donc typiquement la situation du Jura vaudois avec des bovins qui sont attaqués, et puis la situation valaisanne ou la situation des Alpes en général, des Alpes et des Préalpes, avec des moutons qui sont tués. Ça, c'est dans le Val-Ferret justement, une image du Val-Ferret, et on a souvent ces phénomènes de surplus killing où les animaux sont tués parfois par dizaines par les loups, et ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de conflits, bien sûr. Avec les bovins, on a moins ce problème-là, mais avec les ovins et les caprins, c'est vraiment une réalité. Donc ça crée beaucoup de conflits. Une image qui a été filmée par nos équipes sur le terrain en imagerie thermique. On voit des veaux ici, c'est un alpage au-dessus de Bière dans le Jura vaudois, et puis un loup qui s'approche du troupeau. Donc cette nuit-là, les équipes ont dû intervenir. C'est une image extraite d'une vidéo d'un effarouchement de ce loup-là, une situation typique en Valais. Et puis ici, des agriculteurs à Molan, en plusieurs années de suite, qui se sont réunis pour faire un grand feu, pour
protester contre le retour des loups. C'est un symbole, comme au Moyen-Âge, quand on allumait un grand feu pour alerter qu'un ennemi était en train d'arriver. Eux ont voulu manifester contre le retour du loup de cette manière-là. Donc on voit qu'on est vraiment dans une situation de conflit et la volonté de créer Opal, là au milieu, c'était vraiment la volonté d'essayer de travailler avec tout le monde, de créer une intelligence collective en fait entre à la fois travailler avec les professionnels du terrain, garder l'accès au terrain, essayer de travailler là où l'enjeu de conservation se joue. Travailler avec les ONG, on travaille beaucoup avec le WWF, on travaille aussi avec ProNatura qui soutiennent. On a aussi beaucoup d'autres structures, des fondations plus ou moins grandes qui nous aident à faire nos actions. Donc, essayer aussi de travailler avec eux. On recrute des civilistes maintenant aussi via le VVF. Ce n'est pas via les cantons qu'on recrute ces civilistes, c'est via le VVF qu'on arrive à avoir des accès. Donc, on essaye d'avoir comme ça des collaborations avec eux. Cette année, c'est 32 civilistes qui travaillent avec Opal sur le terrain auprès des agriculteurs via une collaboration, un triptyque entre le VVF, nous et puis le service civil. Donc, on essaye de trouver comme ça avec certaines ONG aussi des brèches un peu dans le système dans lesquelles on peut aller recruter, essayer de développer des actions pour apporter un soutien sur le terrain. Et puis, bien sûr, ben, enfin, inclure aussi la société. C'est des sujets qui sont très médiatisés, c'est très émotionnel, très médiatisé, très politique aussi. Euh, et là-dedans, on a la grande majorité. Alors, on a souvent deux camps qui s'affrontent dans les médias, qui s'affrontent sur le terrain, etc. Et puis qui parlent très fort et qui sont finalement assez minoritaires. On a après la grande majorité de la population qui reste assez silencieuse, qui se pose beaucoup de questions. Et ce qu'on voulait, nous, c'était pouvoir inclure aussi ces personnes-là, que les personnes qui veulent se questionner sur ou qui veulent faire une action vraiment concrète sur le terrain, dans des foyers d'attaque, là où il y a vraiment besoin d'aide, où il y a besoin d'une force de travail, ben, que ces personnes-là puissent aussi avoir un moyen d'accéder au terrain et puis de s'investir. Donc voilà, on a essayé de créer vraiment une intelligence collective. Bien sûr, dans les professionnels, je parle aussi des cantons, des autorités avec lesquelles on collabore au quotidien durant les mois d'estivage, les mois où il y a le plus d'attaques. Voilà, on voulait vraiment créer cette intelligence collective un peu entre tous ces acteurs et ces actrices. On avait pris la Suisse romande. Bon, alors, ma foi, on a mis Berne dans la Suisse romande. Voilà, c'était pour être un peu aussi inclusif avec nos compatriotes suisses-allemands. Et puis, comme c'est la capitale, voilà, on l'a quand même mis. On avait pris la Suisse romande et on a regardé un petit peu les zones dans lesquelles il y a le plus de conflits, les zones pour intervenir. Le Valais et particulièrement le Haut-Valais, où on a ces troupeaux de moutons des Noirs et on a des troupeaux de moutons qui sont un peu plus difficiles à protéger. Comme c'est les gros syndicats aussi qui prennent les chiens de protection, qui organisent tout ça. Quand on a tous 30 moutons à la maison à la fin de l'année, qui prend les 6 ou 7 chiens à la maison. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et puis, il y a encore, pour l'instant, on est dans une impasse par rapport à ça. Donc, on travaille pas mal avec les syndicats du Haut-Valais. Et puis, on a aussi beaucoup d'actions qu'on mène dans le Jura vaudois auprès des agriculteurs de bovins et de jeunes bovins qui sont particulièrement attaqués et qui, au niveau national aussi, sont assez laissés pour compte. On a un système dans lequel les moutons, les chèvres sont protégeables. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place. Alors, il y a la nouvelle ordonnance pour la chasse, on verra ce que ça va changer au niveau du système. Les cantons vont avoir plus de liberté. Il y avait aussi avoir un arrêté cantonal dans le canton de Vaud qui permettait de protéger les bovins avec des mesures volontaires quand les agriculteurs voulaient protéger leurs bovins. Mais au niveau national, en fait, la problématique des bovins est vraiment une problématique régionale, cantonnée au canton de Vaud, au Jura vaudois. Et puis, il y a quasiment il y a très peu de marge de manœuvre avec les bovins. C'est très difficile d'obtenir soit des subventions ou des moyens de pouvoir protéger les bovins. Donc voilà, c'est un peu les zones dans lesquelles on travaille le plus. C'est important maintenant de parler un petit peu des autres structures qui travaillent et des moyens de protection qui sont mis en place pour la protection des troupeaux, parce que nous, on ne fait pas toute la protection des troupeaux. Il y a d'autres structures qui sont mandatées pour coordonner ces moyens de protection-là. Il y a Agridea qui est au niveau national, au niveau fédéral, qui, eux, coordonne les moyens de protection au niveau national. Et puis Proconseil, qui sont une filiale de Prométer pour le canton de Vaud, qui ont aussi un mandat. Alors, ils font principalement de la vulgarisation agricole, mais ils ont aussi un mandat pour la protection des troupeaux et c'est eux qui coordonnent les actions dans le canton de Vaud.
On collabore avec ces deux structures, donc ils ont différents moyens, hein. Il y a des chiens de protection, on va passer très vite. Il y a des gens qui essayent, dans les moyens de protection, de mettre des ânes ou des lamas. Parfois, ça marche. Puis l'année dernière, par exemple, dans le canton du Valais, dans le Haut-Valais, il y a un âne qui s'est fait attaquer. Des clôtures aussi qui peuvent être remboursées, qui sont mises en place. Et puis, il y a aussi d'autres types d'appareils qu'on peut voir sur le terrain, des Foxlight, par exemple, ou qui peuvent aussi être fournis, qui émettent de la lumière à une certaine fréquence. Ou alors quand un animal passe devant, il peut y avoir un son, une lumière, etc. Et puis là au milieu, on a un berger qui doit coordonner tout ça, qui doit s'occuper de maintenir les espaces ouverts dans les exploitations extensives de montagne, qui doit s'occuper des animaux, de l'état sanitaire du troupeau, etc. Mais qui en plus de ça doit coordonner tous ces moyens de protection sur son exploitation. Donc, là-dedans, il y a quelque chose que nous, on a l'impression que dans ce système-là, il manquait quand même quelque chose. Et puis, ces vieilles bâtisses qu'on voit souvent en montagne, ces vieilles ruines, elles sont aussi témoins d'une époque où il y avait une vie vraiment à l'alpage, où il y avait des familles qui vivaient, où il y avait du monde, il y avait une force de travail, des gens qui faisaient du bûcheronnage, des gens qui faisaient la cuisine, des gens qui allaient s'occuper du troupeau le jour, la nuit, qui gardaient, etc. C'est des choses qui ont été pas mal perdues et qu'on a voulu ramener aussi avec Opal, ramener vraiment des personnes, une force de travail et une communauté, voilà, un travail communautaire à l'alpage, une entraide. Donc, on a lancé ce programme de surveillance. On va parler du programme de surveillance et puis du bilan des actions qu'on a faites l'année dernière, en 2024, du 27 mai au 18 octobre. On a eu des équipes en permanence du 27 mai au 18 octobre, différentes équipes. On peut avoir cette année jusqu'à 10-12 équipes en permanence sur le terrain, donc minimum 2 personnes par équipe. Ça nous fait environ 20-25 personnes mobilisées toutes les nuits à différents endroits. Donc, on va recruter des volontaires, donc n'importe qui, même parmi vous. Alors, je pense que j'ai déjà vu avant qu'il y avait des volontaires ici, mais n'importe qui peut s'engager sur notre site internet Opal, OPPAL, peut s'engager dans ce programme de surveillance. Et puis après, on va demander aux personnes de faire une formation. Dans ces formations, on donne différents modules. Il y a un module qui est donné justement par Agridéal, autour de la coordination des moyens de protection des troupeaux en Suisse. Un module sur les missions de surveillance, comment est-ce qu'on mène les missions de surveillance, comment on arrive sur un alpage, comment gérer. On peut arriver dans un endroit où tout à coup il y a eu une attaque la veille, les exploitants sont à cran, comment est-ce qu'on communique, où est notre place, etc. Voilà, c'est finalement un peu du travail de diplomatie aussi qu'on fait beaucoup. On a aussi la fondation Cora, dont je parlais tout à l'heure, qui eux, font le monitoring des carnivores, qui donne un module sur le monitoring et l'écologie des grands carnivores, un guide de montagne pour la sécurité, l'utilisation des jumelles thermiques, c'est du matériel soumis à autorisation. En général, si on ne fait pas l'armée ou qu'on ne fait pas des missions de chez Opal, c'est du matériel qu'on n'utilise pas vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, comment on utilise ce matériel, le métier aussi des bergers, des bergers, des éleveurs. Peut-être certains parmi vous connaissent Jean-Pierre Vitoni, qui fait partie aussi de ce module-là. Les premiers secours, voilà. Donc, on a différents modules qu'on donne pour avoir une formation assez complète pour nos volontaires. Et puis après, la planification des interventions. Donc, comment est-ce qu'on intervient sur le terrain? D'une fois que les gens sont recrutés, on va les mettre dans des plannings de différentes équipes selon les disponibilités de ces bénévoles-là. Et puis, on a différentes situations où tout à coup, un agriculteur a une attaque et puis va nous téléphoner ou les préposés à la protection des troupeaux nous téléphonent. Comment est-ce que, voilà, on a une attaque sur tel et tel alpage? Ici, une situation typique, par exemple, du Jura vaudois. Euh, on arrive, on voit qu'on a des parcs de jour, donc les parcs en blanc, des parcs de jour. C'est la première chose qu'on dessine, on regarde avec l'agriculteur. Vous voyez une topographie typique du Jura vaudois, très boisée. On nous dit la situation n'est pas protégeable, on ne peut rien faire. Le loup, s'il arrive par ici, ou les loups, s'ils arrivent par là, ils viennent attaquer ici dans ces zones boisées. On ne peut rien faire, on ne peut rien voir. C'est pas possible de protéger. Donc, ce qu'on met en place, on va demander différentes informations à l'agriculteur, donc par exemple les zones potentielles où les bêtes se réfugient quand il se passe quelque chose, est-ce qu'il y a des zones clés un peu dans l'alpage, et puis on va venir avec aussi les préposés à la protection des troupeaux de ProConseil qui eux vont regarder les cartes, vont regarder s'il y a des zones sources, s'il y a des zones de prairies sèches, des zones protégées sur l'alpage, etc. Puis on va définir des parcs de nuit dans lesquels les exploitants peuvent remettre les bêtes durant la nuit, et puis on va réduire en fait la surface à surveiller pour les équipes la nuit. Donc les exploitants
doivent mettre leurs bêtes dans les parcs la nuit, en fin de journée, et puis les sortir le matin. Donc on les compte le soir, on les compte le matin. Nous, on ne fait pas ce travail-là. On ne veut pas se substituer non plus, avoir des bergers gratuits ou des personnes, des agriculteurs gratuits. Donc ce n'est pas notre rôle. Chacun garde son rôle. Et puis nous, on vient surveiller. On a des équipes qui débarquent de volontaires ou de civilistes qui viennent aider et faire les missions de 19h à 7h du matin. Voilà, on met aussi, on définit aussi avec les agriculteurs où les gens peuvent parquer. Et puis on a une caravane en général, on a un lieu de vie avec de la nourriture, avec des lits, des toilettes, et puis de la nourriture aussi, de l'eau pour plusieurs jours, enfin pour toute la saison. En fait, on a une personne qui ravitaille tous les campements euh, pour que les personnes qui font plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, eh ben, puissent avoir des lieux dans lesquels ils peuvent, enfin un lieu de vie dans lequel ils puissent rester. Donc ça, c'est typiquement comment on organise les choses dans le Jura vaudois, et ça fonctionne très bien. Donc, on demande aussi aux personnes qui font appel aux équipes d'OPA, donc aux exploitants, aussi ils doivent aussi mettre en place, changer des fois les méthodes de travail pour qu'on puisse adapter et faire les surveillances au mieux. Une autre situation dans le Haut-Valais, ça c'est la région de Visper-Terminen, dans le Nanstal. On voit qu'ici, on a encore 2 zones. Donc, c'est le syndicat de toute cette région-là. Ils sont une douzaine d'agriculteurs ensemble à travailler à Visper-Terminen. On voit qu'ils ont différentes zones. Ils ont une zone qui est la zone du col du Gibidung Pass, qui est en dessus du village, qui est à 2200 mètres. Et puis ensuite, une zone qui est beaucoup plus haut, au fond du Nanstal, l'alpage de Kreuzstaffel. Et donc, ils ont ces 2 zones sur lesquelles ils doivent jongler durant la saison. Et puis, il y a environ 5 km entre ces 2 zones. Donc, ils ont besoin d'aide. Là, il y a une meute qui est vraiment présente et qui fait beaucoup d'attaques. Donc, ils ont vraiment besoin d'aide tout au long de la saison. Alors, comme je disais, dans le Jura vaudois, on peut avoir tout à coup, ou même dans le canton du Valais, des interventions d'urgence. Puis il y a aussi des gens avec qui on planifie toute la saison. Ils disent, voilà, nous, on aura besoin du 15 juin jusqu'au 3 septembre, on aura besoin de quelqu'un. Alors, on va définir ensemble les différentes zones. On a aussi des fois des besoins de déplacer du matériel en hélicoptère pour pouvoir surveiller les 2 zones. La première zone, par exemple, on va définir les différentes zones les différents endroits où ils doivent faire pâturer les animaux, les endroits Koppel, où on va placer les tentes ou les parcs. En bleu, c'est les parcs de nuit, les endroits où les personnes vont aller faire les surveillances, etc. Donc on planifie déjà tout maintenant. Vous voyez qu'on sait déjà que du 31 mai jusqu'au 28 juin, on sera dans tel et tel parc, etc. C'est aussi très agréable de travailler avec les Haut-Valaisans, les Suisses allemands, parce ils ont déjà tout planifié leur saison d'alpage, on sait exactement où on mettra quelles équipes. Et puis après, quand on se déplace sur le sommet de la montagne, on saura aussi où on va placer les tentes, où on va placer les parcs, où seront les parcs de nuit. Puis on peut déjà transmettre toutes ces informations et planifier une équipe donc, pour toute la saison avec eux. On utilise, je disais, des jumelles à vision thermique. C'est du matériel qui n'est pas anodin, c'est du matériel qui est soumis à autorisation, dans le canton de Vaud en tout cas, du matériel qui permet de voir la nuit, la journée aussi, hein, on peut voir avec la journée, mais en fait, ce n'est pas des jumelles à vision nocturne, donc on voit pas, ce n'est pas des jumelles infrarouges avec lesquelles on voit la nuit, ça voit les rayonnements de chaleur dans l'environnement. Donc, si un ordinateur est chaud, vous verrez l'ordinateur ressortir en blanc. Si je regardais ici dans la pièce, je verrais des visages blancs avec des rayonnements de chaleur. Donc, quand on est dans l'environnement, quand on est dehors et en pleine nuit, qu'il fait froid, parfois même au mois d'août, on a de la neige en altitude, hein. Quand on est dans ces environnements-là, qu'on regarde aux jumelles thermiques, et qu'il y a un animal qui arrive sur l'alpage, on le voit tout de suite briller dans ces jumelles. On peut le voir à 800 mètres hein, arriver si l'environnement est dégagé. Et puis le suivre tout au long de l'alpage. Et puis on peut vraiment voir arriver les animaux grâce à ce matériel-là. Ça ne permet pas de voir à travers les corps. Ça, c'est aussi, voilà, pas croire que c'est les rayons X qui permettent de voir derrière les murs. C'est pas ça. On voit vraiment ce qu'on voit à l'œil nu, mais en thermique. Ça permet de voir ce type d'image. C'est un loup du Jura vaudois qui était auprès d'un troupeau. On voit tout l'environnement qui est froid en noir et puis les animaux, les zones de chaleur en blanc. Euh, Ouais, ouais, c'est assez intéressant en fait. À quoi est-ce qu'on reconnaît que c'est un loup et pas un renard? Déjà, il a cette espèce, ça c'est une des clés d'identification jumelle thermique, un espèce de collier comme ça, noir. On dirait, mais c'est un chien, il a un collier.
C'est parce que les loups ont une fourrure plus épaisse au niveau du cou. Donc il y a une fourrure plus épaisse au niveau du cou qui isole mieux et qui fait que le loup va apparaître avec un semblant de collier noir. Donc ça, c'est vraiment une des clés d'identification. Souvent, quand les équipes voient des loups, ils nous disent oui, vraiment, il y avait le collier noir, on a vraiment vu le collier noir. Donc on va revoir après dans les images et on voit effectivement, parce qu'on peut filmer avec ces appareils, on voit vraiment on peut valider que c'était un loup aussi. Le renard est beaucoup plus court sur pattes, a une queue qui traîne aussi. On verrait une queue noire vraiment qui traîne à l'arrière parce qu'elle est très bien isolée. Donc, euh, donc voilà un peu comment est-ce qu'on voit avec ces appareils-là. Euh, une autre vidéo, une vidéo en fait d'un troupeau. Donc là, on a tout un troupeau de moutons nez noirs qui deviennent des nez blancs en jumelles thermiques. Euh, Vous voyez qu'ils ont vraiment des zones vraiment bien isolées au niveau de la laine. Euh, des cornes aussi qui émettent pas mal de chaleur, un museau qui émet pas mal de chaleur. Et puis ici, on a un élément. Qu'est-ce que c'est ça, vous savez? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cet élément à l'avant ici, au premier plan? J'ai entendu des choses. Un cristal, un caillou, une marmotte aussi. En général, on nous dit aussi un chien de protection. Non, c'est juste, c'est un caillou. C'est un caillou parce qu'en fait, la journée, les cailloux ont emmagasiné de la chaleur et puis ils la rendent la nuit. Donc, on a des fois des cailloux qui sont encore chauds et jusqu'à minuit. Et voilà, on a aussi parfois des personnes sur le terrain qui tout à coup, c'est assez impressionnant de mettre les yeux dans des jumelles thermiques en fin de journée parce qu'on a l'impression qu'on a des animaux partout qui arrivent sur l'alpage. Voilà. Donc en gros, les agriculteurs mettent leurs bêtes le soir dans les parcs de nuit, que ce soit des bovins, que ce soit des ovins ou des caprins. On a travaillé avec les trois, des chèvres, des moutons, des vaches. Les agriculteurs font leur travail, réunissent les bêtes dans le parc de nuit. Et là, on a des équipes qui commencent leur mission sur le terrain. Ici, typiquement dans les Alpes, le troupeau est ici dans son parc de nuit réuni devant la tente où il y en a deux veilleurs qui travaillent, qui vont faire leur mission et qui vont comme ça rester auprès du troupeau avec des jumelles thermiques tout au long de la nuit. Et puis, si les loups arrivent, si des loups passent, eh bien, on a un protocole d'effarouchement qui doit être suivi avec du matériel pour faire partir ces loups. Euh, Les chiffres en 2024, donc on a eu 477 bénévoles qui ont travaillé, les volontaires qui ont travaillé avec nous l'année dernière, pour 773 demandes de bénévolat. Donc souvent, les plannings sont complets, donc on a des gens qui n'arrivent pas à trouver des dates, ou alors qui font des formations en fin d'année et puis qui se disent, bon, je viendrai l'année prochaine. En tout, c'est 849 nuits qui ont été cumulées en binôme. Donc si on va voir des nuits individuelles, des nuits hommes ou des nuits femmes, il faut encore multiplier ce chiffre par deux. Euh, pour un total, entre les heures des bénévoles et des civilistes, c'est environ un peu moins de 22 000 heures qui ont été faites sur le terrain l'année dernière. Donc sans compter l'équipe professionnelle, sans compter les ravitaillements de campement, sans compter tout le travail qui est fait de manière rémunérée. Ça, c'est uniquement le travail de surveillance des troupeaux sur les cantons du Valais et de Vaud. On a eu 25 civilistes l'année dernière, 32 cette année, donc pour 42 plages d'un mois de service civil. Donc c'est vraiment beaucoup. On a travaillé sur 24 alpages différents l'année dernière et soutenu 90 propriétaires de bétail. Donc la différence entre ces deux chiffres, en fait, c'est ce que je disais avant, c'est ces syndicats qui se réunissent souvent, même dans le Jura vaudois, hein, on a souvent 4-5 personnes qui mettent les bovins ensemble pour les réunir à l'alpage. Ça fait, on a fait 4 saisons, là ce sera la cinquième saison. En 4 ans, on n'a jamais eu une seule prédation de 19h à 7h du matin sur les troupeaux qu'on surveille. Il y a eu des prédations en journée, par contre. Ça, c'est quelque chose, ma foi, comme j'ai dit avant, on est là, on travaille de 19h à 7h. On fait des contrats, des conventions de collaboration avec les agriculteurs et avec les bergers aussi. Et c'est défini vraiment qu'on travaille, nous, de 19h à 7h à 7h du matin. Puis après, ce qui se passe en journée, nous, on n'a plus d'équipe. L'équipe, les gens rentrent chez eux, ils vont dormir. Puis ce qui se passe la journée, c'est le travail des bergers. Puis c'est vrai que des fois, quand les troupeaux repartent sur l'alpage en journée, on peut avoir des fois aussi des attaques en journée. C'est plus rare, mais ça arrive quand même. Il y en a une, voire deux par année depuis 2 ans. L'année dernière, il y en a eu une l'année dernière dans le canton du Valais, et puis l'année d'avant, il y en a eu deux sur le canton de Vaud. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les heures, on n'a aucune prédation.
dans les heures de travail. Et puis, alors l'année dernière, on n'a encore pas fini de regarder tous les chiffres, mais là, si on prend 2023, c'est 45 fois où les loups sont venus auprès du troupeau, à bord du troupeau, et où il y a eu lieu à avoir besoin de les repousser. Ça, c'est une image enfin, c'est la vidéo de la toute première image que je vous avez montrée. Là, dans le Val d'Illier, on a un troupeau de moutons au premier plan. Ici, les parcs, hein, on voit les piquets du Flexinet, et puis deux loups qui arrivent euh, auprès du troupeau. Il y a un loup. T'es devant, David. Il y a un loup. Il y en a deux. Il y a deux loups. En face de moi. Hé hey. Voilà, donc Il y a un loup. deux volontaires, hein, on voit, il est 2h48 du matin, il faut encore avoir les yeux en face des trous. Presque 3h du matin, il n'y a rien eu, rien eu. Chaque minute passe, on regarde dans les jumelles, on voit rien, on voit rien, on voit rien. Puis tout à coup, à 3h du matin, de l'autre côté du parc de nuit, deux loups qui pointent leur nez pour venir voir s'il y a quelque chose à attraper dans le parc de nuit. Euh, Certainement que s'il n'y avait pas eu de volontaires cette nuit-là, bah, les deux loups auraient sauté par-dessus le Flexinet et puis seraient rentrés dans le parc de nuit. T'es devant, Donc, David. Il y a un loup. ah, Il y en a deux. peut-être que je peux enlever. Il y a... Ouais, bon. Le, voilà. Ce genre de vidéo, en fait, ça renforce aussi les liens avec les agriculteurs, hein, et les bergers. Quand on fait ce genre de travail-là et qu'on leur montre ces vidéos-là le lendemain matin, bah, ils nous disent clairement, ben oui, effectivement, si vous n'aviez pas été là, ben, il y aurait eu un accident euh, la nuit dernière. Donc, on a un très bon rapport avec les agriculteurs qui sont vraiment reconnaissants, mais on reviendra là-dessus. Donc voilà, pour cette première vidéo. Et puis on voit aussi, ce qui est assez intéressant en fait, c'est vrai qu'on a souvent la question, quel type d'armada est-ce qui est nécessaire pour faire partir plusieurs loups autour d'un troupeau? On a tendance à se dire, mais comment est-ce qu'ils effarouchent des loups? Ça doit être quelque chose. Et puis en fait, bah, simplement la présence humaine. On a des cornes de brume à gaz, on a eu des pistolets d'alarme avec des pétards, on a comme il y a pour les bateaux et aussi pour les corneilles, je crois. C'est du matériel finalement qu'on n'utilise jamais parce que c'est pas nécessaire. C'est du matériel qui peut être même un peu dangereux si on ne sait pas manipuler ça. Et on voit que ce qui fonctionne le mieux avec ces loups, c'est les spots lumineux. On a des spots lumineux qu'on utilise pour l'effarouchement qui sont extrêmement puissants. Il ne faut pas les mettre dans les yeux, voilà. Mais c'est ce qui a été utilisé dans cette vidéo d'ailleurs. Quand elle dit ouais, hey, en fait, elle a le premier, elle dit ah, tu es devant David, et il part. On voit le deuxième bénévole qui part, et là, il allume, il a son spot lumineux, il allume et il le tourne vers les loups, et il les voit, et là, elle dit hey. Donc, on peut pas voir le spot lumineux parce que c'est de la lumière, hein, c'est pas de la chaleur, donc on ne les voit pas aux jumelles thermiques. Mais voilà comment ça s'est passé. Voilà. Une autre vidéo, bon, ça c'est un renard, c'était juste, j'avais envie de vous montrer un petit peu la différence justement de taille avec un renard. Vous voyez que c'est pas le même gabarit. On voit justement cette queue aussi dans la clé d'identification. Il n'a pas ce collier noir, hein, il est beaucoup plus gris que le loup qui est beaucoup plus blanc. Et puis il a une queue derrière qui traîne vraiment. Euh, je vais essayer d'avancer la vidéo qu'on voit. Voilà, vous voyez la queue qui traîne à l'arrière. Il est vraiment en course sur pattes et on a l'impression qu'il subit le terrain, hein. Il n'est pas vraiment 4x4 sur ce terrain. Euh, voilà. Une image de... Ici, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette vidéo, on est dans un alpage dans le Haut-Valais, à 2200 mètres d'altitude. Il est aussi tard, on a deux volontaires qui tout à coup voient trois loups arriver sur l'alpage. Euh, et puis, ce qui est magnifique avec cette vidéo, c'est vraiment la collaboration entre les deux volontaires, la manière qu'elles ont d'échanger, de parler, de préparer le matériel. On a toujours besoin d'avoir une personne au moins qui est debout. Et puis l'autre peut aller se reposer, peut dormir, ils peuvent faire des quarts. Une personne fait je sais pas, 5 heures, l'autre fait 5 heures, etc. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, ils doivent être joignables. Donc voilà. Ça va être des renards, mais je sais pas trop. 170 mètres maintenant. Voilà, on voit, ça bouge, hein, c'est des caméras embarquées. On a les trois loups qui s'approchent. Ils se déplacent de droite à gauche, ils vont à gauche vers les barrières du parc. Ouais, ils se rapprochent, ils sont à 154 mètres, ils viennent vers la Ah mince, table. je suis désolé. On voit les barrières, hein, du parc. À droite ou à gauche?
Maintenant, il se redéplace de gauche à droite. Ah, j'en On vois voit l'autre un bénévole, réapparaître l'autre volontaire là qui se au-dessus de prépare. Elle est avec le troupeau, il y colline. avait sa Et hop, tente. ils sont Elle se planqués derrière la prépare colline. pour intervenir avec le matériel. Ils sont sur la colline au-dessus de trois. Les trois réapparaissent. Je vise. Au-dessus de toi, il y a une colline. Ils sont planqués derrière la colline maintenant. Bon, la vidéo est coupée, mais voilà, elle a allumé le spot, etc. Puis après, voilà, simplement avec la lumière, et le son montrait qu'il y a du monde autour, etc. Les loups repartent. Euh, Ce qui est assez intéressant, bon, l'effarouchement n'est pas extraordinaire, mais la collaboration et le dialogue vraiment entre les deux personnes, ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, c'est souvent comme ça quand on fait ces veilles, on ne connaît pas le binôme, et puis qui ont très bien réussi à gérer la situation. Une autre situation encore dans le Jura vaudois, d'un loup qui s'est approché d'un troupeau à une cinquantaine de mètres, puis nos civilistes qui ont intervenu tout de suite. Ah, il se taille. Ouais, il se barre, c'est Ouais, il bien. se barre, c'est bien. Voilà. Alors on voit que chaque fois quand on allume ces Ah, il est parti, hein. spots, c'est c'est assez instantané, quoi. Là, il y a eu aussi un petit coup de sifflet qu'on entend à peine. Voilà. Euh, donc, on peut mettre tout ça en place. Alors là, il y a eu quelques images du terrain. Vous voyez un petit peu comment ça se passe la nuit. C'est pas toutes les nuits. Il y a pas toutes les nuits des loups, hein. La grande majorité des nuits, il y a pas de loup. On a à peu près chaque semaine un loup sur une des équipes, un ou plusieurs loups. On a des fois même quatre loups qui peuvent arriver. Euh, on peut mettre tout ça en place, mais en fait, finalement, si on n'a pas derrière, si ça ne rend pas service, et puis si ce n'est pas quelque chose qui est demandé aussi par les gens du terrain, ben, ça ne sert à rien. Si on peut mettre tout ça en place, mais si on n'a pas convaincu et qu'on n'arrive pas à travailler avec les agriculteurs, avec les bergers, ça ne sert absolument à rien. Donc les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui sont en général assez reconnaissants, même alors, sur les 2 dernières années, on a mis en place des comptes rendus mensuels avec les agriculteurs, donc aussi avec les bergers. On vient les voir une fois par mois, on remplit des questionnaires standardisés, on regarde avec eux s'il y a des améliorations à faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer, etc. Ils peuvent faire des remarques. Ça fait 2 ans qu'on a 100% des comptes rendus qui sont positifs et où ils disent qu'ils sont très satisfaits du travail qui est fait avec Opal. Donc je ne vais pas tout lire, hein, mais on a quelques messages de ce style-là. Ici, un des bergers qui dit que vraiment il s'était fait attaquer son troupeau, fatigue, accident, voilà, fatigue, accident, manque d'entrain au travail. Et il remercie chaleureusement le personnel et volontaires d'Opal. Voilà, des gardes pour protéger son troupeau et sauver ses nuits de sommeil. Ça ne veut pas dire qu'on fait le travail à sa place, hein, parce que c'est quelqu'un qui travaille la journée, qui a tout son travail à faire la journée, mais c'était quelqu'un qui, au moindre son de cloche de son troupeau, il s'était fait attaquer son troupeau, puis au moindre son de cloche, il se réveillait, il allait faire des rondes autour de son troupeau et finalement, il ne dormait plus jamais. Donc voilà. On a aussi des bons retours d'autres exploitants, hein, qui disent que ça, c'est tout des phrases qui ont été extraites donc des rapports qu'on fait avec les agriculteurs, avec les bergers, de manière mensuelle. Et on voit que c'est des choses que les retours sont vraiment positifs, et que le travail des équipes sur le terrain, donc c'est finalement le travail de tous les volontaires, donc des 477 personnes l'année passée, plus des 25 civilistes qui ont fait les nuits chez ces personnes-là. On voit que malgré le fait qu'on mette des centaines de personnes ensemble, qui est dans une thématique très émotionnelle, une thématique très clivante, où les gens, en général, se tapent beaucoup dessus, on met des gens qui n'ont pas les mêmes avis, hein, parce que chez Opal, une des premières choses qu'on dit aux gens, c'est finalement leur avis compte. C'est bien d'avoir un avis sur les choses, mais finalement, ce n'est pas la grande question, ce n'est pas le centre de notre... c'est pas un point central chez nous. Nous, on veut que les gens puissent collaborer, travailler ensemble et puis construire cette intelligence collective. Donc, euh, donc voilà, on voit que les agriculteurs sont reconnaissants du travail qui est effectué. Donc voilà pour le projet de surveillance des troupeaux. Euh, Quelle heure est-il? Ouais, je suis pile dans les temps. Pour le projet de surveillance des troupeaux, euh, on a d'autres programmes maintenant qui démarrent. 2025, c'est une année assez clé
parce qu'on a ces deux nouveaux programmes, programme de sensibilisation et programme de sciences, qui se développent. La surveillance des troupeaux, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est bien en place. Au niveau de la recherche, on collabore depuis plusieurs années avec la HES Valais et le CREPA, qui eux mènent une étude sociologique qui va être, c'est une double thèse qui va sortir en 2026, qui s'appelle Des bénévoles sur l'Alpe. Opal fait partie des sujets, enfin des structures qui sont étudiées. Ils étudient, il y a aussi le service civil, Caritas Montagnard, il y en a d'autres. Ces sociologues travaillent justement sur les interactions entre les volontaires, les agriculteurs, les motivations de chacun de travailler dans ce type de projet, la place des animaux sauvages là-dedans. On se réjouit des résultats en 2026. Ça, c'est donc un travail qui est fait hors Opal. Et puis maintenant, il y a un travail, un projet de recherche qui a démarré ce mois-ci, qui s'appelle Monday Monitoring and Deterrence. C'est pas besoin de dire tout le paragraphe, hein, je l'ai mis ici jamais, mais c'est un travail entre Opal, un institut de recherche en intelligence artificielle IDIAP, qui est un institut très réputé, qui est basé à Martigny, on a de la chance, et puis à l'université de Fribourg. On est en train, en fait, chaque semaine, on a sur le terrain environ 250 à 300 vidéos d'animaux qui sont prises et qui reviennent dans nos bureaux. Les civilistes trient ces images par espèce, par alpage, par date. Et puis c'est comme ça qu'on s'y retrouve dans toute cette grande banque de données, de savoir qu'est-ce qui a été filmé, où, quand, comment. On a aussi des comptes rendus de mission standardisés sur des tablettes électroniques que chaque volontaire remplit le matin après sa mission, qui est aussi envoyée dans nos bureaux. On peut garder comme ça une banque de données de tout ce qui s'est passé sur chaque équipe. Et puis, on a toutes ces images thermiques, donc les images que vous voyez là-haut, qu'on a vues tout à l'heure, là-bas un lynx, des loups, etc. Tout est mis en vidéo et en fait, on est en train de créer, d'entraîner un algorithme d'intelligence artificielle à reconnaître toutes ces espèces-là. Ça représente environ, on a sélectionné 64 heures d'imagerie thermique d'animaux. Et puis, on entraîne un modèle à reconnaître, à trouver en fait des clés d'identification. Je vous parlais du collier du loup, du collier noir. On entraîne un logiciel à reconnaître, trouver des clés d'identification comme ça, de ce style-là, sur toutes les différentes espèces. Et le but, c'est vraiment de pouvoir ensuite avoir un logiciel, dès qu'on lui donne une image ou qu'il voit une image thermique d'un animal, et bien, qu'il puisse tout de suite nous dire quel animal c'est, et puis de pouvoir ensuite intégrer ce logiciel-là dans un système automatisé pour la protection des troupeaux. Typiquement, ici, c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui a été... Voilà, on a typiquement ce modèle-là qui, comme vous voyez là, peut tout de suite reconnaître l'animal quand il arrive auprès du troupeau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement. On a des ingénieurs, ces ingénieurs en informatique de l'IDIAP qui travaillent là-dessus, et puis grâce à nos données, on espère avoir déjà les premiers résultats cet été. Voilà. Ensuite, on a ce programme de sensibilisation dont je parlais tout à l'heure, qui est un programme mené en collaboration dans une première phase avec les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Alors, le programme de sensibilisation est plus large, mais on a ces ateliers scolaires qui sont faits avec les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Donc, le but, c'est d'avoir des ateliers de 4 heures dans les écoles où on va faire un gros travail de vulgarisation et puis un gros travail d'information, de sensibilisation aux enjeux de cohabitation avec principalement les loups. Donner la parole aux agriculteurs, donner la parole aux scientifiques, donner la parole aussi aux cantons, aux autorités, toutes les structures qui travaillent dans cette thématique-là. Et puis essayer de voir, la thématique tourne autour du partage des territoires. Et puis comment est-ce qu'on occupe le même territoire, comment est-ce qu'on partage le même territoire avec ces animaux-là. Donc voilà, les premiers ateliers seront donnés dans des classes qui ont été sélectionnées à la mi-octobre.